J'ai 23 ans et cet incident s'est produit il y a quelques mois. Je vis dans un appartement près de mon université. Le bâtiment est assez récent et agréable, mais la région environnante est un peu dangereuse. Je ne passe pas beaucoup de temps à l'extérieur de mon immeuble. Je conduis juste ma voiture à l'université, puis je retourne directement à mon appartement. Avant cela, je n'avais jamais rencontré de problème, donc je ne m'inquiétais généralement pas. En fait, c'était vendredi et je venais de rentrer de l'université. J'étais resté à l'université tard pour étudier, il était donc déjà 7 heures du soir. J'ai garé le véhicule sur le petit parking de l'immeuble et j'ai commencé à m'approcher de l'entrée de l'immeuble. En entrant, j'ai monté les escaliers jusqu'à mon appartement, situé au 4e étage. J'étais épuisé et affamé. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai jeté mon sac à dos par terre et je suis allé au réfrigérateur chercher la salade toute prête que j'avais achetée la veille. Assis sur le canapé, j'ai allumé la télévision pour me divertir tout en mangeant et en cherchant quelque chose à regarder. J'ai entendu un bruit de cognement très fort venant de l'appartement ci-dessous. Ce n'était pas vraiment inquiétant, mais c'est arrivé d'une manière surprenante. Cela a capté mon intérêt. J'ai écouté attentivement pendant quelques secondes, puis je suis retourné jouer avec la télévision. Quelques minutes plus tard, le même bruit est venu d'en bas une fois de plus. J'ai éteint la télé et suis resté silencieux, attendant que le bruit se répète. À ce moment-là, j'étais plus intéressé qu'anxieux. Après quelques minutes, cela s'est reproduit, avec un son encore plus fort. J'ai même senti les murs vibrer et trembler. Cette fois, j'ai clairement réalisé que c'était le bruit de quelqu'un qui frappait quelque chose sur le mur. Mais je n'avais aucune idée de ce que c'était, ni pourquoi. Je restais assis là encore quelques minutes, écoutant attentivement. Après une période de calme, j'ai tourné mon attention vers la télévision. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis, mais ce n'était pas beaucoup. Environ 45 minutes s'étaient déjà écoulées lorsque j'ai entendu frapper quelque part près de ma porte d'entrée. Je me suis levé pour aller à la cuisine chercher de l'eau, et quand j'ai réalisé que le coup ne venait pas exactement de ma porte, mais de mon voisin d'à côté. Alors que je prêtais une attention plus attentive, je pouvais entendre un homme marmonner, parlant d'une manière confuse, comme s'il avait un monologue prolongé, lâchant des phrases déconnectées. Honnêtement, il commençait à me faire un peu peur. Quand les chuchotements ont cessé, je suis allé à ma porte et j'ai regardé par le Judas pour voir s'il était parti. L'homme se tenait juste devant ma porte, dans l'obscurité du couloir, regardant directement la poignée, comme s'il envisageait d'essayer de l'ouvrir. Je reculais et commençais à marcher tranquillement vers mon canapé. J'aurais vraiment aimé avoir mon téléphone portable en main au CEAS où j'aurais besoin d'appeler la police. Cependant, dès que j'ai commencé à rentrer, c'est presque immédiatement que l'homme a frappé à ma porte. Il a recommencé à marmonner des choses insignifiantes, ce qui m'a fait penser qu'il était clairement sous l'influence de drogue dure ou quelque chose du genre. J'ai sauté sur mon canapé et j'ai tenu fermement mon téléphone portable dans ma main. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Je ne savais pas s'il était juste un fou inoffensif ou s'il avait des intentions dangereuses, mais je me sentais assez en sécurité dans mon appartement verrouillé. J'ai donc attendu avant de faire un choix. Cependant, environ 30 secondes plus tard, l'homme a de nouveau frappé à ma porte. Maintenant, il me criait quelque chose, mais d'une manière si confuse qu'il était impossible de comprendre quoi que ce soit. J'ai couru dans ma chambre et j'ai appelé la police. Je ne comprenais pas ses intentions, mais il persistait à rester sur place, et cela me faisait craindre ses véritables intentions. La personne au téléphone a dit qu'une voiture arriverait bientôt, et m'a demandé si je voulais rester en ligne avec elle. J'ai dit que j'allais bien et j'ai raccroché le téléphone. À ce moment, l'homme à la porte intensifia les coups. Sans doute utilisait-il quelque chose pour frapper à la porte, car les coups étaient trop forts pour être faits avec ses seules mains. Il semblait essayer d'enfoncer la porte. J'ai attrapé la batte de baseball qui se trouvait dans le coin de ma chambre et je me suis préparé à me défendre, tandis que l'homme continuait à frapper. Pendant quelques minutes terribles, qui m'ont semblé des heures, la situation chaotique a persisté jusqu'à ce que je remarque les lumières bleues de la police se reflétant à ma fenêtre. Une minute plus tard, j'ai entendu un policier crier quelque chose depuis la cage d'escalier de mon immeuble, ce qui a fait que l'homme a cessé de frapper à ma porte. J'ai entendu l'homme se faire aborder par les policiers, puis j'ai ouvert la porte pour leur parler. Sur ma porte, il y avait de grosses bosses et des fissures, mais ce n'est en aucun cas la pire partie de cette histoire. Ce que j'ai découvert par la suite est vraiment tragique et effrayant. Dans l'appartement juste en dessous du mien, résidait une jeune fille qui vivait seule. Elle a été retrouvée insensible, complètement inconsciente, avec de multiples ecchymoses à la tête.
Malheureusement, elle n'a pas survécu et est finalement décédée à l'hôpital. L'entrée principale de son appartement était complètement ouverte, mais sans aucun signe d'effraction. Cela signifie qu'il est probable qu'elle ait ouvert la porte à cet homme innocemment et spontanément, ne sachant pas qu'il était une personne dangereuse. Après avoir agressé la femme, l'homme a commencé à frapper sur les murs de son appartement, provoquant peut-être les bruits que j'ai entendus plus tôt. Il a fini par percer plusieurs trous dans l'appartement de la jeune fille avec un gros marteau, le même marteau qu'il tenait lorsqu'il a été arrêté. L'homme était fortement sous l'influence de drogues et d'alcool et a apparemment dit aux policiers qu'il cherchait des drogues qu'il avait cachées dans les murs. Cependant, lors de la fouille sur les lieux, la police n'a rien trouvé de caché, ce qui indique qu'il l'avait probablement imaginé en raison de son état altéré. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'il me ferait ce qu'il a fait à la fille en bas. Cependant, je ressens une réelle compassion pour elle. Très probablement, c'était simplement une personne gentille et confiante, qui a innocemment ouvert la porte pour être gentille, sans imaginer ce qui allait suivre. Je travaille comme responsable des opérations dans un cimetière. Cela fait partie de ma mission de parler aux invités et aux membres de ma famille pour organiser des funérailles, vendre des terres au cimetière et d'autres tâches. Un jour, un homme d'une trentaine d'années nommé Santiago, qui était très pieux, s'est assis avec moi pour acquérir un terrain dans le cimetière pour son père, qui était en phase terminale et proche de la mort. Santiago venait d'Espagne et parlait avec un fort accent. Je pouvais dire à son expression faciale qu'il était un homme affectueux pour son père. Il m'a montré des photos de son père, qui semblait aussi être une personne gentille et encore trop jeune pour être sur le point de mourir, sur le point de laisser sa famille derrière lui. Cependant, l'état de santé qu'il possédait semblait extrêmement grave. Malheureusement, il n'a pas survécu pendant plusieurs jours après cela et est décédé la même semaine. Santiago a pris toutes les dispositions pour les funérailles de son père. Le jour de l'événement, de fortes pluies se produisaient, ce qui est considéré comme un présage de chance. Les funérailles sont rapidement passées devant mon bureau. Je suis sorti pour inspecter et je me suis tenu sous l'auvent devant mon bureau pour m'abriter de la pluie. Je pouvais voir Santiago dans la voiture juste derrière le cercueil. Nous nous sommes salués les uns les autres à cause de la pluie et du vent. J'ai dû retourner à mon bureau à cause du mauvais temps. J'ai attendu que le cercueil soit près du lieu de sépulture. Alors j'ai pris la camionnette du cimetière et je suis allé là-bas. Je me tenais là avec mon parapluie, à regarder. En fin de compte, il est de ma responsabilité de m'assurer que la cérémonie se déroule sans heurts. Après les funérailles, j'ai fait le tour du cimetière avec ma voiture pour m'assurer que tout était en ordre. Je me promène habituellement au cimetière au moins 2 fois par jour. Il y avait beaucoup de documents à trier, et en plus de cela, j'ai dû fermer le cimetière cette nuit-là. Dès que j'en ai eu l'occasion, je suis retourné à mon bureau et j'ai commencé à travailler. L'heure de fermeture du cimetière est 5h30 de l'après-midi. Par conséquent, lorsque la nuit a commencé à tomber, j'ai pris le camion et j'ai fait le tour du cimetière une fois de plus pour m'assurer que tous les visiteurs étaient déjà partis. Puis je suis allé à l'entrée principale du cimetière pour fermer la porte. C'était une journée d'hiver et à cause de la pluie, j'avais l'impression qu'il faisait presque nuit alors que je rentrais à mon bureau. C'est à ce moment que j'ai eu le sentiment d'avoir aperçu quelqu'un marchant rapidement parmi les tombes. J'ai vu cette personne entrer derrière une haie puis disparaître de ma vue. J'ai sonné le klaxon plusieurs fois pour alerter cette personne que le cimetière était fermé. Cependant, étrangement, je ne l'ai plus rencontré. J'ai attrapé le parapluie et je suis sorti en courant de la voiture, sous la pluie, vers l'endroit où la personne avait disparu. J'ai contourné la clôture où j'avais vu la personne pour la dernière fois. Je n'ai vu absolument personne. Je suis resté là, sous la pluie, pendant près de 15 minutes, essayant de trouver la personne, mais à la fin j'ai abandonné. Je suis allé au bureau pour regarder les images des caméras de sécurité. Aucune des caméras n'a capturé quoi que ce soit d'inhabituel. Mais la pluie et l'obscurité ont rendu la visibilité très difficile. J'ai essayé de garder les yeux rivés sur les caméras, tout en finalisant le travail bureaucratique. Puis j'ai entendu la porte de la réception se fermer. Je me suis levé de ma chaise et j'ai appelé à haute voix. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» À ce moment, là, la possibilité m'était venue à l'esprit que c'était la personne que j'avais repérée sous la pluie. Peut-être un visiteur perdu enfermé dans le cimetière qui avait besoin d'aide pour sortir. J'ai quitté le bureau et je suis allé à la réception, mais il n'y avait personne. Regardant autour de lui une fois de plus, il a dit « Salut, il y a quelqu'un ?»
Il se pourrait que le bruit de la porte soit la personne qui sortait et qu'elle soit dehors. J'ai commencé à chercher à travers toutes les fenêtres pour trouver cette personne, et j'étais paralysé quand j'ai vu quelqu'un de l'autre côté de l'une d'elles. Il était immobile sur l'herbe, me fixant d'un regard vide. Je me suis reculé et j'ai poussé un cri. Mais la personne n'a même pas bougé. Je suis retourné à la fenêtre et j'ai regardé dans l'obscurité, surpris de reconnaître l'homme. C'était un homme plus âgé d'origine espagnole, qui ressemblait parfaitement aux photos que Santiago m'a montrées de son père. J'ai couru rapidement vers la forêt, où j'avais vu l'homme, mais je ne l'ai pas trouvé caché dans des buissons ou derrière des arbres. Il était complètement parti. Je suis resté immobile, complètement mouillé par la pluie. Alors j'ai couru à l'intérieur, emballé mes affaires, verrouillé l'endroit et suis monté dans ma voiture. J'ai ouvert la porte du cimetière, les franchi et les verrouillé avant de rentrer chez moi. Quand je suis rentré à la maison, ma femme voulait savoir pourquoi j'étais si calme. J'ai mentionné que la journée de travail avait été longue. À ce jour, je pense toujours que j'en ai trop fait au travail et que mon esprit fatigué a créé cette situation. Cependant, je ne peux totalement exclure l'hypothèse que c'était réel, ce qui est une chose troublante à considérer. Je conduisais de chez un ami à la maison. Il était tard et je ne suis pas sûr de l'heure. Mais si je devais deviner, je dirais qu'il était environ 2 ou 3 heures du matin. J'étais à 20 minutes de chez moi. La pluie et l'absence de lumière dans la rue ont rendu ma vision plus difficile, alors j'ai conduit prudemment et lentement. Après environ 5 minutes de conduite, je me suis arrêté à un feu rouge. Le feu de circulation était rouge pour moi, mais de l'autre côté, il y avait une voiture bleue. Il a été autorisé à avancer, mais est resté immobile, occupant partiellement l'intersection. Les phares de la voiture étaient allumés, mais il est resté immobile. Il se tenait juste là, immobile au feu vert. Je ne pouvais pas dire s'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou si le chauffeur dormait peut-être. Lorsque le feu de circulation s'est ouvert, j'ai appuyé doucement sur l'accélérateur et j'ai continué tout droit, passant lentement sur le côté de cette voiture. Quand je suis allé sur le côté, j'ai essayé de regarder discrètement à travers les fenêtres, mais la pluie a gêné ma vision. Après avoir dépassé la voiture, il a accéléré, tourné et a commencé à me suivre quelques secondes plus tard. Il s'est avéré que la voiture n'avait aucun défaut. Je me suis senti méfiant et j'ai continué à regarder directement dans mon rétroviseur. Je ne pense pas être une personne paranoïaque, mais cette situation me semblait très suspecte. 1 minute s'est écoulée et la lumière de la voiture derrière moi a commencé à devenir plus brillante dans mon rétroviseur. Il se rapprochait de plus en plus, au point qu'il semblait qu'il n'était qu'à quelques mètres de l'arrière de ma voiture. Étant donné que le trottoir était mouillé et glissant, cette situation me mettait extrêmement mal à l'aise. J'ai arrêté de me regarder dans le miroir et j'ai commencé à regarder droit devant moi. Puis j'ai remarqué qu'une lumière rouge s'allumait sur le tableau de bord de la voiture. C'était une alerte de crevaison. J'ai été surpris par l'avertissement de pneus vides qui est apparu à ce moment-là. J'ai regardé à nouveau dans le rétroviseur et j'ai remarqué que la voiture me suivait toujours. C'était si proche que l'intensité des phares rendait difficile de voir le véhicule lui-même. J'étais à peine à 5 minutes de chez moi lorsqu'un autre voyant rouge s'est allumé sur le tableau de bord. Un autre pneu était crevé. J'étais agité de voir cet avertissement sur le tableau de bord. J'ai finalement commencé à comprendre ce qui se passait. J'étais à peu près convaincu que la voiture bleue avait fait quelque chose de mal. J'ai continué à conduire encore 1 minute dans l'espoir de me rapprocher de chez moi, mais je me suis rendu compte que ma voiture s'enfonçait sur le côté gauche et que la partie rigide de la roue touchait déjà l'asphalte. J'ai dû arrêter la voiture et me garer. La voiture derrière moi a fait de même et s'est arrêtée. J'aurais dû appeler la police dès que je me suis arrêté, mais j'étais tellement inquiet et concentré sur cette voiture que cela ne m'a même pas traversé l'esprit à ce moment-là. Vraiment, étant donné les circonstances, appeler la police n'aurait probablement pas eu d'impact. Lorsque la voiture s'est arrêtée, 3 portes se sont ouvertes et 3 hommes sont sortis. Je n'avais que quelques instants pour me préparer et réagir, mais j'étais sans défense et sans espoir. Ils se sont approchés de ma voiture, 2 hommes d'un côté et un homme de l'autre côté. L'un des hommes s'est immédiatement approché de ma fenêtre, pointant une arme sur moi et exigeant que je l'ouvre. Les choses se sont passées si vite que j'étais un peu confus. J'étais sur le point d'ouvrir la portière de la voiture, lorsque l'homme derrière a heurté quelque chose sur la vitre, la brisant complètement. Puis, il a inséré sa main dans la fenêtre et a ouvert la porte arrière. Les 3 hommes n'arrêtèrent pas de crier sur moi et les uns sur les autres.
L'homme derrière tendit le bras et ouvrit l'autre porte arrière qui était du côté opposé. Puis il a tendu la main vers moi et m'a ouvert la porte. Je me tenais là totalement, j'ai levé les mains pour montrer que je n'allais pas réagir. Je savais qu'il n'y avait aucun moyen de sortir de cette situation, même si j'étais armé. Dès que ma portière a été ouverte, le tireur m'a traîné hors de la voiture et m'a violemment jeté au sol. L'une des choses les plus bizarres qui se soient produites était que pendant que j'étais allongé sur le sol en regardant l'asphalte mouillé par la pluie, je ne pouvais que penser à quel point j'étais glacé et trempé. Je pense que c'était un mécanisme de défense de mon esprit, essayant de détourner mon attention de la situation traumatisante dans laquelle je me trouvais. Cela ne faisait pas longtemps que j'avais été jeté au sol lorsqu'un des hommes a appelé les deux autres. L'homme qui me tenait m'a donné un coup derrière la tête, ce qui a fait que mon visage a heurté le sol asphalté. Je ne pouvais pas distinguer s'il m'avait frappé avec son arme ou avec son poing, car j'étais un peu abasourdi à ce moment-là. J'étais étonné de ne pas avoir perdu la raison après ce coup dur. Je pouvais entendre le bruit de la porte de la voiture qui se fermait, puis le bruit de la voiture qui s'éloignait. Je me suis retourné encore un peu étourdi et j'ai regardé le ciel nocturne pendant quelques minutes. J'ai essayé de me lever et j'ai finalement réussi à me lever. Il m'avait volé mon téléphone portable, mais ma voiture était toujours là, avec un pneu crevé. Sans pouvoir utiliser mon téléphone portable, même avec un pneu de voiture crevé, j'ai dû rentrer chez moi pour pouvoir appeler la police. Bien que proche de chez moi, la roue de ma voiture a été complètement endommagée à cause de la crevaison. La police n'a obtenu aucun résultat dans l'enquête. Elle a seulement découvert que les suspects avaient placé un objet pointu à l'intersection où je suis passé, crevant les pneus de ma voiture. J'ai eu de la chance car un seul de mes pneus a été pris dans le piège qu'ils ont tendu dans la rue, ce qui a minimisé les dégâts. Selon leur plan, il est probable qu'ils voulaient m'attaquer lorsque ma voiture est passée dans le piège, mais comme un seul pneu a été touché, leur plan initial n'a pas fonctionné. Ils ont dû me poursuivre, mais finalement, cela n'a eu aucun impact.